Bonjour à tous, bienvenue sur nos télévisions locales. Vous avez maintenant peut-être l'habitude de nous retrouver tous les mois pour cette émission pleine page autour d'écrivains, d'auteurs, d'historiens ou d'essayistes qui nous proposent leurs ouvrages et leurs livres. Vous savez que nous sommes en pleine saison de la rentrée littéraire, comme on dit, il y aura 600 ouvrages de prévus. C'est dire qu'on n'a pas fini de lire et que nous espérons vous retrouver tous les mois justement pour parler de ces nouvelles publications, de ces nouveaux romans, de ces nouveaux essais. Aujourd'hui, deux invités, M. Jean de Malestroit et M. Anthony Dugas. Jean de Malestroit ne le présente plus, en tout cas dans la région du Vignoble et de Valette, où il réside. Anthony Dugas, lui, vient d'écrire son premier ouvrage, et c'est de celui-là que nous allons parler avec tous les deux. Messieurs, merci d'être venus. Avec tous les deux, puisqu'aussi bien Jean de Malestroit, en quelque sorte, a parrainé le livre d'Anthony Dugas, puisqu'il a écrit la préface de ce livre. Ce livre qui s'intitule, Anthony Dugas va nous le dire lui-même. Valette 1832, un chef chouan dans la Vendée de Madame. Un chef chouan dans la Vendée de Madame. Nous allons tout de suite avoir quelques explications. Anthony Dugas, un chef chouan dans la Vendée de Madame. On va peut-être s'expliquer sur la Vendée parce que ça ne se passe pas dans le département de la Vendée. Non, ça se passe au sud de la Loire, au niveau du département de la Loire-Atlantique. Parce qu'en fait, la Vendée, c'est la Vendée militaire en fait. La Vendée militaire comprenait une partie de la Vendée, du département de la Vendée, le sud de la Loire-Atlantique, une partie des Mauges dans le Maine-et-Loire et le nord des Deux-Sèvres. Les trois provinces. Voilà, en quelque sorte. À quelque chose près. Ouais. Voilà une explication pour la Vendée. Seconde explication qu'il faut peut-être préciser pour nos téléspectateurs, le chouan. Alors, si on chouane un peu partout, à partir de la Révolution, de la Grande Révolution française, le chouan n'est pas forcément le Vendéen qu'on croit. Tout à fait. Ouais. Par contre, dans la terminologie au XIXe siècle, on a fait passer dans le langage courant que le chouan équivalait en fait au chef vendéen en fait. Ouais. En fait, les chouans étaient surtout en Bretagne. Oui, tout à fait. Ouais. Et en Basse-Normandie. Et un peu en Mayenne aussi. Et un peu en Mayenne. Bien. Et puis, dernière explication, parce que c'est un titre qui mérite des explications tout de même. Alors, la Vendée de Madame, qui est cette Madame? Il s'agit, je crois, de la duchesse de Berry. Tout à fait. Alors, quelques mots sur cette personne, assez romanesque au demeurant. Ah oui, assez romanesque, oui. C'était la belle-fille du roi Charles X, et elle avait un fils, Henri, comte de Chambord, qu'elle voulait mettre sur le trône de France, pour remplacer en fait Louis-Philippe, qui était de la branche d'Orléans, alors qu'elle était de la branche des Bourbons, c'est-à-dire de la branche issue de Louis XVI. Les légitimistes. Des légitimistes. On dit ça comme ça, c'est ça? Oui, on dit ça comme ça. Bien. Jean de Malestroit, vous avez préfacé ce premier livre d'Anthony Dugas, on vient de le dire. Est-ce que c'est un livre à quatre mains ou simplement une main parrainée par une autre main? Non, c'est pas un livre à quatre mains, non. Mais ce que je dois dire, c'est que j'ai eu d'autant plus de plaisir à préfacer ce livre que j'avais précédemment publié une histoire de Valette qui s'arrêtait en 1830. Et alors là, justement, je trouve, avec le texte d'Anthony Dugas, un prolongement inédit et très curieux sur 2 années après la fin de mon précédent volume. J'ai noté dans votre préface que vous précisiez qu'il y avait 3 Vendées. Oui. Est-ce qu'on peut développer cette idée? Oui, bien sûr. Il y a la Grande Vendée, la Vendée des géants, qui est la Vendée qui se déroule entre 1793 et 1794, essentiellement, avec ensuite quelques prolongements de guérilla plutôt dans les dernières années du XVIIIe siècle. Alors, il y a la Vendée de 1815, beaucoup moins importante, n'ayant pas du tout les mêmes
motivation religieuse notamment, et qui se déroule dans le temps des 100 jours et d'un point de vue d'obédience monarchiste, avec l'avantage d'avoir détourné du gros de l'armée française qui s'est rabattu à Waterloo, un corps d'armée qui fait face aux Vendéens ayant repris les armes à cette époque, l'été 1815, et il y a peut-être là une explication de la défaite de Napoléon à Waterloo. Vous êtes en train de nous dire, Jean de Malestroit, que s'il n'y avait pas eu cette chouannerie, il n'y aurait pas eu évidemment de troupes pour la contrer, et ces troupes auraient manqué la bataille de Waterloo. Oui. Ce qui aurait expliqué la défaite de Waterloo. C'est plausible, oui. Ça, ou c'est un avis personnel? Je crois, non, je crois que c'est une idée qui est généralement admise. L'armée napoléonienne, il lui a manqué quelques dizaines de milliers d'hommes pour remporter la victoire, qui, à certains moments, était sur le point d'être remportée par les impériaux. C'est 25 ou 30 000 hommes que Napoléon n'avait pas. Ils étaient avec le général Lamarque en train de s'occuper des Chouans. En train de s'occuper des Vendéens de 1815. Voilà, d'accord, si j'ose dire. Alors donc, 3 Vendées. Deux, ça fait deux, ça. Deux. Oui. Alors, et la troisième? Alors la troisième, c'est la nôtre. Elle est toute petite. Oui. Elle est toute petite. Elle a des côtés assez dérisoires, étant donné la façon plutôt comique dont l'aventure a tourné pour la duchesse de Berry, oui. Oui, c'est ça, pour madame. Oui. Mais il faut tout de même dire que les combats ont été maigres. Il y a eu peu de combattants, mais il y a tout de même eu, comme c'est le chauffe de la Blanchetière dont nous parle Anthony Dugas, il y a eu des gens qui se sont fait tuer avec une grande vaillance. Bien. Alors, la première guerre de Vendée, celle de la Grande Révolution, jusqu'en, vous venez de le dire, 95 ou 16, la seconde contre Napoléon, et la dernière dont nous parlons, qui est l'objet de votre livre, Anthony Dugas. Alors, cette troisième guerre de Vendée, si j'ai bien compris, c'est la duchesse de Berry, légitimiste, qui se rebelle contre le roi des Français, Louis-Philippe. Oui. C'est une histoire de cousinage. Bah oui, exactement. Je veux dire. Ouais. Oui. Surtout que c'est son père, Philippe Égalité, qui avait voté la mort en fait de Louis XVI oui. à l'échafaud, sur l'échafaud. Donc en fait, la duchesse de Berry a eu un fils, Henri. D'une façon romanesque aussi, je crois. Oui, paraît-il. Oui. Oui. Et donc, elle a voulu le mettre sur le trône de France, en fait. D'abord être régente et ensuite mettre son fils sur le trône de France pour remplacer Louis-Philippe. Par contre, il fallait, essayer de soulever le peuple français qui était acquis à sa cause. Donc, elle a essayé de venir en Vendée pour remettre en marche un petit peu le soulèvement qui avait eu lieu pendant la Révolution française. Et donc il y avait les descendants de ces chefs chouans qui auraient pu participer vaillamment à ce soulèvement. Mais ça a été un petit peu ça n'a pas tellement bien réussi. Ouais, c'est même plutôt un échec. Oui, c'est plutôt un échec. Disons les choses comme elles sont. Alors, Anthony Dugas, vous avez choisi de parler d'un chef chouan, donc d'un de ses officiers chouans, qui était aux côtés de la duchesse de Berry, la Vendée de Madame, d'où le titre de votre livre. Alors, 2 mots sur ce chef chouan de Valette, d'ici quoi. Ouais, c'était un des plus fidèles serviteurs de la duchesse de Berry. Oui. Il était chef de la division de Valette. À l'époque, en 1832, il commandait 10 paroisses dans le vignoble nantais. Ça fait combien d'hommes à peu près? À peu près 900 hommes. Après, c'est rajouté encore quelques dizaines de personnes.
Et c'est donc sa femme, Madame Elisabeth Le Chauffe, qui a écrit les mémoires de son mari. De son mari. Le chef chouan. Donc c'est écrit de manière romanesque. Et donc on parle à la fois du quartier général où a eu lieu le rassemblement des partisans du chef chouan. Alors c'est la Blanchetière qui se situe à Valette. Et je suis d'autant plus attaché à cette demeure que c'était la propriété de mes grands-parents. Vous demeurez à la Blanchetière? Moi, je demeure à côté, mais c'était mes grands-parents qui y habitaient. Ouais. Ce qui vous a motivé un peu pour écrire ce livre. Oui, bien sûr. Ouais. J'imagine. Ouais. Jean de Malestroit, tout de même, cette duchesse de Berry, qui entend soulever des gens, y compris dans le peuple, contre le pouvoir en place, c'est-à-dire Louis-Philippe. Tout de même, est-ce que ça ne fait pas un peu histoire de famille? Je veux dire que la première guerre de Vendée, on se rebellait contre la République, qui venait de se mettre en place, ou contre la Révolution. Là, vous ne croyez pas que c'est un petit peu une histoire de cousins, ou de vengeance, ou de récupération, j'allais dire entre guillemets, pardonnez-moi, interne? Oui, dans la mesure où Louis-Philippe avait pris le trône laissé par son cousin, son oncle Charles X, contre les arrangements qui avaient été prévus, où il n'aurait normalement dû être que régent en attendant la majorité de son neveu, oui. Futur comte de Chambord, n'est-ce pas, Henri, qui serait monté sur le trône, arrivé à sa majorité. Alors, pratiquement, n'est-ce pas, Louis-Philippe a usurpé d'une manière tout à fait peu conforme à l'esprit de famille, oui. Pour reprendre votre idée, son trône. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'avec des arguments aussi légitimes soient-ils, c'est le cas, est-ce qu'on peut soulever, faire une insurrection nationale avec ce genre d'argument, en disant lui c'est un usurpateur, pas moi, faut me rejoindre et c'est pas, pas un peu la preuve léger, que non, hein. La preuve que non, oui. C'est que même dans le terroir vendéen, si propice, si favorable au Bourbon de la branche aînée, eh bien, la pauvre madame n'a, c'est ce qui explique son échec, elle n'a essuyé presque partout que des rebuffades, oui. Plus ou moins aimables, mais enfin, on n'a pas pris les armes. Voilà, c'est ça. Et elle s'est trouvée avec un tout petit nombre de partisans. Oui, elle avait commencé sa tentative dans le sud de la France. Oui, c'est et ça. Et ça n'avait pas très bien accroché, il faut bien le dire. Hein. Non. Alors, ce qu'on peut dire, ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait, comme le dit Émile Gabory dans son livre sur la Vendée, cette guerre de Vendée de Madame a en fait mobilisé plus d'hommes en Loire-Atlantique, Loire alors inférieure, qu'en Vendée proprement dite. Oui. Peut-être manquait-il la notion religieuse. Oui, pour faire marcher les gens. Indiscutablement. Vous croyez pas? Si. De même qu'en 1815, d'ailleurs. Voilà. Même chose. Oui, puisque le concordat entre Napoléon et le pape avait dû arranger les choses. Oui. De ce point de vue-là. Hein. Très certainement. Voilà. Bien, Anthony Dugas, ce livre, comment a-t-il été perçu, voilà, dans la région où vous l'avez écrit, dans le vignoble nantais? Vous avez des échos, j'imagine. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on en pense? Beaucoup de gens du vignoble nantais ne connaissaient pas l'histoire de cette période-là. Et même qu'au niveau de la Vendée militaire, on dit toujours la Vendée militaire, mais les gens du vignoble ne savaient même pas qu'on faisait partie de la Vendée militaire. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah bon Oui, pour eux, la Vendée militaire, c'est la Vendée. Voilà, ouais. Ils pensaient que les guerres de Vendée n'avaient pas lieu sur notre territoire, alors que ce n'est pas vrai du tout. Bien sûr. Vous êtes légitimiste vous-même? Non, pas du tout.
Pourquoi pas? Non, mais dans mon livre, il y a des illustrations où j'ai le petit cœur vendéen, mais Oui. c'est très folklorique. Hein, c'est par rapport à la journée du patrimoine en septembre 2007. Donc, Oui. Enfin, vous avez le petit cœur vendéen. Oui, oui. Vous n'avez pas le bonnet phrygien sur la non, photo. j'ai pas le bonnet phrygien. D'accord. Très bien. Et la duchesse de Berry, Marie-Caroline, je crois. Elle se Marie-Caroline, prénommait, hein, ouais. c'est ça. Marie-Caroline, elle a assez mal fini tout de même. Son affaire a raté. Et puis son fils, qu'est-il devenu? Le futur comte de Chambord, également duc de Bordeaux. Oui. Ouais. Futur, programmé, entre guillemets, pour être Henri V, parce que il avait pris le pouvoir après Henri IV, c'est Henri V, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Alors, qu'est-il devenu, ce Henri V? Et Marie-Caroline, qu'est-elle devenue aussi? Jean de Malestroit, peut-être. Henri, comte de Chambord, s'était retiré dans un château autrichien qui était devenu un peu le rassemblement de tous les légitimistes, qui s'appelait Frosdorf. Oui. Et de là, il avait des réseaux tout de même qui cherchaient à diffuser son image et à revenir sur ses chances de monter sur le trône. Et il en était très près, notamment l'année 1872. Ah, après la Commune. Après la Commune, exactement. Oui. Il s'en est fallu d'extrêmement peu. Et je crois que c'est tout simplement une question de couleur de drapeau. Chambord voulait avoir le drapeau de mon ancêtre Henri IV, le drapeau blanc, disait-il. Alors ça, même les monarchistes des milieux politiques français, comme le maréchal de MacMahon, par exemple, ne l'acceptaient pas. Et il y a eu une phrase célèbre de MacMahon disant contre le drapeau blanc, les chasse-peaux. Les chasse-peaux, qui étaient les fusils, oui, les fusils qui avaient été très efficaces dans la guerre de 1870 contre les Prussiens. Les chasse-peaux partiraient d'eux-mêmes. Ah oui, très bien. C'est une belle image, une belle formule. Oui. Tout à fait. Pour une fois que l'armée française avait du bon matériel, Oui. c'était normal que le maréchal en question en parlât. Anthony Dugas, on voit tout de même que vous avez une amitié, un élan pour cette madame duchesse de Berry, donc, et surtout pour le monsieur de la Blanche-Terre, Oui. François Xavier. Hein. Oui, bien évidemment, oui. Ouais. Et je trouve que la duchesse de Berry, elle a un petit côté romanesque. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Quand on se cache dans les cheminées, n'est-ce pas, Oui, qu'on se derrière les déguise cheminées à Nantes. qu'on se déguise en petit Pierre. Ouais. Oui, il y avait un côté en effet romanesque. Ouais, romantique. Ouais, romantique. Et romantique. Ouais. Voire plus, non? Non, un peu plus. Elle était, vous savez ce qu'on a dit sur Marie-Caroline, une légende peut-être, j'en sais rien. Voilà, qu'elle était assez accorte, non? Oui. Puisque elle s'est remariée dans des conditions, là encore, romanesques. Non? Oui, bien sûr, oui. Il y a eu le ridicule de sa grossesse Voilà. en fin de son équipée, qui a contribué à jeter sur cet équipée un ridicule certain. Ce chef chouan de la Blanche-Terre, et ça a duré combien d'années, sa bataille aux côtés de la duchesse de Berry? Ah bah, ça Combien dure de temps? Assez court, en fait. assez court. Oui, parce que en fait, l'année primordiale, en fait, c'était 1832 avec Oui. il y a eu des combats, tout ça. Mais après, il a dû se cacher parce qu'en fait, il était poursuivi par les agents de Louis-Philippe. Il a été condamné par la cour d'assises de Blois aux travaux forcés à perpétuité. Donc, il s'est caché dans le vignoble et après, il a fini par s'enfuir, notamment en Angleterre, en Suisse, puis en Autriche, auprès de la duchesse de Berry, en fait. Donc, il y a eu après une loi d'amnistie, alors c'est quelques années après.
Décrété par Louis-Philippe. Décrété par Louis-Philippe. Donc, en fait, il a pu revenir après en France. Mais toute sa fortune avait été un petit peu dilapidée parce qu'il avait financé le soulèvement. Il avait acheté les munitions, tout ça, la poudre, tout ça. Donc il est arrivé en France pratiquement ruiné. Mais il a été nommé par le comte de Chambord à la fin de sa vie inspecteur des forêts à Vassy, en Champagne, du domaine domanial du comte de Chambord. Il avait donc pris beaucoup de risques dans sa vie pour suivre Madame la Duchesse. Oui, j'en prie. Il y a un point qui est assez touchant et sur lequel je voudrais mettre l'accent. C'est que Madame Le Chauffe avait été, à la suite de cette échauffourée malheureuse, la Hautière, elle avait été mise, s'était cachée, dans des conditions d'inconfort assez épouvantables. Et on dit que dans cette nuit qu'elle a passée, après le combat manqué de la Hautière et l'effondrement de la tentative Chouane, ses cheveux étaient devenus tout blancs. Et alors ça, à quoi est-ce que ça fait penser? Ça fait penser à ce qui était arrivé à la chevelure de Marie-Antoinette après Varennes, qui, à Varennes, dans la journée de Varennes, ses cheveux ont changé complètement de couleur, sont devenus tout blancs. Donc, si vous voulez, ça prouve que, véritablement, dans cette chouannerie manquée de 1832, eh bien, il y avait tout de même des cœurs extrêmement vaillants et qui se sont dévoués sans compter. Des idéalistes. Oui. Authentiques. Bien. Et Anthony Vigard, un deuxième livre en préparation? Pour le moment, on attend un petit peu. Toujours féru d'histoire. Ah oui, toujours féru d'histoire. Assoiffé, vous dites, assoiffé d'histoire dans votre livre. Et de ma région. Et de la région qui est le vignoble nantais. Alors Jean de Malestroit aussi aime bien sa région et son vignoble, puisque nous avions parlé du reste dernièrement de l'histoire de Valette. L'histoire de Valette, j'espère qu'on voit le livre là, voilà. L'histoire de Valette. Et puis dernièrement, alors ça c'est tout de même quelque chose d'exceptionnel, c'est un livre sur un grand auteur qui s'appelle Julien Gracq, et qui était un voisin, puisqu'il était sur les bords de la Loire, il a vécu sur les bords à Saint-Florent-le-Viel, Julien Gracq. Alors, vous connaissiez Jean de Malestroit, Julien Gracq? Oui, j'ai eu la chance de le connaître d'une façon assez inattendue. Je m'étais rendu compte que l'été au moins, il habitait à Saint-Florent. Et moi, de mon côté, j'habite toujours Valette, et constatant à la lecture de ses livres son amour de la nature, comme j'ai dans ma propriété un parc avec d'assez beaux arbres, j'avais eu l'idée de l'inviter en lui disant si vous avez un jour le temps, venez me voir. Comme à ce moment-là, surtout, vous avez la réputation de quelqu'un qui était assez peu sociable. Misanthrope même. Oui, je m'étais dit, je n'ai absolument aucune chance qu'il réponde à mon invitation. Eh bien, pas du tout. 2 jours après, il me téléphonait en me disant, voilà, j'ai reçu votre lettre, si vous voulez, je peux venir cet après-midi. Alors, j'ai été triomphant. Et en même temps, quand je l'ai rencontré, qu'il est arrivé chez moi, que nos regards se sont croisés, j'ai senti qu'il y avait tout de suite l'embryon d'une amitié qui était en train de se nouer entre lui et moi, et qui, au cours des 40 ans qui ont suivi, ne s'est jamais démenti, mais est allé s'approfondissant d'année en année. Parce qu'il n'était pas facile, Julien Gracq. Louis Poirier de son vrai nom, il n'était pas facile, il ne recevait pratiquement jamais la presse et les journalistes. C'est vrai. Oui. Et il ne communiquait pas beaucoup. Je crois qu'il a refusé aussi la Légion d'honneur. C'est vrai ça ou pas? Je ne le sais pas, mais c'est possible. Ouais, on m'a dit qu'il avait refusé. Il n'aimait pas les honneurs. Il n'aimait pas les honneurs. Oui. Mais il n'aimait pas l'argent non plus. Ce qui fait que... Non, pas énormément. Voilà. Enfin, il était économe quand même.
Oui, mais c'est pas la même chose que de Oui. courir après des prébendes ou autre chose. Julien Gracq, un grand écrivain français, lorsqu'il écrit Un balcon en forêt, c'est peut-être grâce à vos arbres, après tout, non? Ah non, pas du tout. Ah non, non, non. C'est un livre qui, à mon avis, est peut-être le plus beau, même supérieur au Rivage des Sirtes, Oui. qui a pour donner immédiate ses souvenirs de la drôle de guerre qu'il avait vécue mobilisé en Ardennes. Et il a refusé aussi, je crois, un prix Goncourt. Oui, il a refusé le prix Goncourt en 1951, si je ne me trompe. Il l'avait, aux voix, il l'avait remporté, n'est-ce pas? Mais non, il n'a pas accepté de le recevoir. La littérature à l'estomac, c'est un des livres de Julien Gracq. Où il était Comme justement, il venait de publier La littérature à l'estomac, qui était un pamphlet contre les mœurs des milieux éditoriaux. De l'époque. Que dirait-il maintenant? Oui, c'est vrai. C'était gênant pour lui de recevoir un prix quelques mois après qu'il ait publié ce pamphlet. Il faut dire qu'il était un petit peu pris dans son propre piège. Oui, c'est vrai. Je dois dire aussi qu'il a eu un seul éditeur dans sa vie, Julien Gracq, c'est José Corti, et il n'a jamais été ailleurs que chez lui. Oui, sauf pour émigrer dans la Pléiade maintenant. Oui, à la NRF. Oui, la NRF maintenant, c'est une reprise maintenant, puisque Corti n'est plus. Voilà. Mais il n'y a eu que José Corti comme éditeur, qui était un petit, c'est pas péjoratif, un petit éditeur parisien à l'époque. Oui, c'est vrai. Et il lui est resté fidèle. Donc on rappelle votre livre, Jean de Malestroit, le dernier, Julien Gracq, c'est 40 ans d'amitié entre 1967 et 2007. 40 ans d'amitié avec Julien Gracq qui nous a quittés il y a maintenant quelques mois tout de même. Histoire de Valette, j'en parlais tout à l'heure. Vous nous rappelez l'éditeur, c'est pas trop clair. Ici. Ce sont les éditions Héros. Éditions Héros. À Molévrier. Voilà. Et puis, puisque nous parlions des chefs chouans, de la première, la seconde ou de la troisième guerre de Vendée, quelques livres, ce ne sont pas des nouveautés, mais je crois qu'on peut les citer parce qu'il est question du sujet qui nous occupe. Moi, La Duchesse de Berry de Pierre Serval, chez Albin Michel, je ne sais pas si vous connaissez cette biographie. C'est romanesque aussi. Hein. Également romanesque de Jean-Jacques Vidal de la Blache. Marie-Caroline Duchesse de Berry, ça c'est chez France Empire. Les Chouans toujours. Au cri du Chouan, c'est Ernest Perrochon, qui est un grand écrivain, voisin, c'était un professeur des Deux-Sèvres. Et roman historique, édition du Rocher. Alors, Pierre Péan, tout le monde connaît. Oui. Les Chapelières, là, c'est une autre époque. C'est un roman aussi chez Albin Michel. Deux destins Pays Chouan, donc Pierre Péan, Les Chapelières. Et moi, Charette, Roi de Vendée aux éditions du Rocher. Passons sur l'auteur. Et je voulais vous parler de Anthony Trollope, qui a fait un superbe bouquin sur la Vendée. Ce sont vraiment des textes objectifs. C'est un Anglais, Anthony Trollope, un compatriote de Dickens, de Charles Dickens. Donc tout ça, c'est intéressant. La bataille de Cholet, toujours au Rocher, par Gilbert Protot, qui est un auteur vendéen. La guerre en sabots, Gilbert Protot qui a fêté ses 94 ans il y a un mois. Nous y étions. Alors, Jacques Catlino de Jean-Cyle de Vintavon, édition Rollet. Et puis, on ne peut pas parler des guerres de Vendée sans évoquer les Chassins, les fameux livres de Chassin. Et ce sont des études documentaires. Ce n'est ni un roman, ni une biographie, ce sont vraiment des études documentaires sur la guerre de Vendée. Il a fait 11 ou 12 bouquins, je crois que c'est 11. Voilà, aux éditions du Choletais, pas loin d'ici. Et puis La Vendée en armes, la série de Jean-François Cap, La Vendée en armes, Les Géants, et il a fait aussi La Vendée des 100 jours, justement,
ce dont nous évoquions tout à l'heure. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'avec ça, il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a eu beaucoup de livres sur cette période. Et messieurs, je vous remercie. Jean de Malestroit, merci d'être venu. Anthony Dugas, bonne chance pour un second ouvrage, peut-être. Merci à vous. Et vous êtes sur Pleine Page. On vous attend, bien sûr, le mois prochain. Bonsoir à tous. Merci.